Bonjour mesdames et messieurs, on va commencer donc cette conférence. Bienvenue au CUFR. Dans le cadre donc de ces conférences publiques, le pôle culture du CUFR est heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Boita Malela, qui est maître de conférences en littérature francophone. Monsieur Malela, je le rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est en poste au CUFR de Mayotte depuis 2013. C'est un chercheur qui est associé à l'Université libre de Bruxelles. Et ces domaines de recherche portent évidemment sur les littératures francophones, mais aussi sur les relations entre les arts et les rapports qui s'établissent entre la culture populaire et la littérature. Alors, notre orateur aujourd'hui s'intéresse également aux études de genre, féminisme et masculinité, et il a publié différents ouvrages, notamment pour le thème qui nous réunit ce midi, un livre sur Michael Jackson intitulé « Le visage, la musique et la danse, anamnèse d'une trajectoire afro-américaine », un ouvrage qui se trouve, je crois, dans les librairies de Lille et qui a été publié aux éditions Aniboué en 2014. Cher Boita, tu nous proposes donc aujourd'hui une conférence autour de la question de la chanson populaire à travers l'exemple de quelques grandes figures de la chanson contemporaine. Et nous te posons donc la question, comment faut-il appréhender la production et la réception de la musique populaire et comment peut-on la repenser? Merci beaucoup Jean-Luc pour ton invitation. En effet, je rebondis sur la question que tu viens de poser. En effet, il s'agit pour moi de penser la musique, mais surtout plutôt de repenser la musique populaire. Donc il y a deux termes à penser, le terme musique et le terme de musique populaire. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur Pierre Boulez, qui dans son ouvrage a posé un constat assez éloquent concernant l'étude des musiques contemporaines. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté de penser la musique présente, parce qu'on risque, en pensant la musique présente, la musique qui est en train de se faire, on risque de tomber dans ce qu'il appelle le bavardage tactique. C'est-à-dire que c'est tellement contemporain qu'il serait difficile d'en dire quelque chose de pertinent. Tout l'intérêt de la musique, c'est que le choix de l'objet analysé, en l'occurrence les musiques populaires, est lié également à l'analyse elle-même. Donc si on pense à la fois le choix de l'objet analysé et aussi l'analyse elle-même, ça permet en quelque sorte de ne pas dégrader l'objet en question. Ça permet également de ne pas ignorer le processus de fécondation de l'objet en cours. En effet, on peut constater, pour ce qui concerne les musiques populaires, qu'il y a un effritement de la frontière entre les musiques dites classiques, les musiques dites légitimes, et les musiques populaires. Il y a une interconnexion des deux univers, ce qui fait dire ce qui nous permet de parler de pluralisme musical. Par exemple, il y a eu un concert de Radio France avec des rappeurs. Il y avait une chef d'orchestre qui a réadapté un certain nombre de rappeurs sous forme de composition classique. Il y avait un orchestre, etc. Donc ils ont rejoué les chansons de NTM, ils ont rejoué les chansons de MC Solar, les chansons de rappeurs hardcore qui viennent du groupe Assassin. Donc il y a une connexion, un dialogue entre les musiques populaires et les musiques classiques, d'où ce pluralisme musical. Toutefois, ce dialogue n'est pas forcément présent dans la manière de penser la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet dans la manière de penser la musique, notamment dans les études concernant les musiques classiques et populaires. Donc il y a toujours cette dichotomie entre les deux, alors que le corpus est dynamique, le corpus musical est dynamique. Et donc, à partir de là, quand on parle de musique populaire, il s'agit en fait de repenser la musique populaire dans son cadre culturel, et en même temps, ce cadre culturel dans lequel s'inscrit la musique montre en fait que la musique populaire véhicule un certain nombre de messages qui peuvent être significatifs ou pas, un certain nombre de valeurs. En même temps, la musique peut très bien fonctionner sans faire appel à ces valeurs ou même à toute signification.
Donc ça dépend de la lecture que l'on fait. Pour ce qui concerne justement les études sur la musique populaire, eh bien, les études sur la musique populaire dérivent du 19e siècle. On parle du 19e siècle européen. Ça dérive de l'intérêt pour les musiques dites folkloriques. C'est notamment le cas de chercheurs d'intellectuels comme Herder ou bien les frères Grimm, qui ont étudié les musiques folkloriques, les chants populaires, etc., en opposant ceux qui leur semblaient être authentiques, c'est-à-dire ceux qui provenaient de la tradition, de ceux qui leur semblaient être triviales, qui étaient liés au commerce ou au commercial. Donc on voit que dès le 19e siècle, dans l'approche de la musique populaire, ou de la musique folklorique, on a déjà cette distinction qui va perdurer dans la lecture que l'on se fait aujourd'hui de la musique populaire, en disant voilà, la musique populaire elle est triviale, elle est commerciale, donc elle n'est pas intéressante ou digne comment dirais-je, de construction d'un discours scientifique sur le sujet, et puis les musiques dites traditionnelles qui elles seraient authentiques. Donc il y a là en fait la question de l'authenticité, qui est une question sous-jacente aux musiques populaires actuellement, et qu'on retrouve aussi dans la critique, notamment le philosophe Adorno, en 1962, dans son ouvrage Philosophie de la musique, il se dresse, dit-il, contre les effets néfastes de l'industrie de la culture de masse, et il condamne définitivement le jazz, considérant que ça ne relève pas de la musique classique, de la musique savante, donc ce n'est pas digne de penser. En même temps, ça n'a pas empêché un certain intérêt quand même pour les musiques populaires, avec la question suivante, c'est comment en fait cerner l'objet de recherche lorsqu'on traite des musiques populaires. Et deux problèmes se posent, c'est l'objet musique populaire et l'objet en tant que champ de recherche. En plus, il y a également ce qu'on appelle un déséquilibre géoculturel. Le concept même de musique populaire peut varier en fonction des régions. Ouais, donc il y a vraiment la question de la signification en fait, qui est centrale dans l'approche des musiques populaires. On peut avoir une musique qui ne signifie rien dans certaines cultures. La musique classique, par exemple, elle ne signifie rien dans certaines cultures africaines et inversement, certaines musiques en Afrique. En Afrique, c'est un terme très générique puisqu'il y a des Afriques. Alors il y a ça, il y a ce problème de comment cerner l'objet musique populaire. Ensuite, il y a également le problème de ce qu'on appelle l'authenticité des musiques populaires. Est-ce que les musiques populaires peuvent exprimer des émotions véritables? Parce que, liées à l'industrie capitaliste, eh bien, le fait qu'elles soient liées à l'industrie capitaliste, est-ce que cela ne pose-t-il pas problème pour l'expression d'émotions? Donc ce sont les questions que l'on pose dans le champ de recherche sur les musiques populaires, mais ce sont des questionnements qui traversent aussi les artistes eux-mêmes, qui les traversent dans ce qu'on appelle le texte musical, c'est-à-dire la matière musicale. Ce cadre étant posé, je voudrais partir d'un cas paradigmatique, l'époque contemporaine, et essayer de comprendre comment la musique populaire fonctionne à partir de deux cas, qui sont assez illustratifs des musiques populaires, et qui en même temps s'inscrit dans ce que le sociologue britannico-polonais Zygmunt Bauman, qui est mort récemment, appelle la société liquide. Donc la société liquide, c'est quoi? C'est une société dans laquelle il y a ce qu'on appelle une liquéfaction des relations collectives qui aboutissent à une forme d'individualisme généralisé et qui constitue un élément, comment dirais-je, central de la mentalité des acteurs sociaux. C'est-à-dire que on est dans une forme d'individualisme généralisé et lâche. Et donc l'hypothèse que j'émettrais, c'est que les agents musicaux, les artistes musicaux, sont à la quête d'une solution authentique justement, parce que l'individualisme pousse au mythe de l'originalité, et le mythe de l'originalité n'est rien d'autre qu'une autre manifestation de la question de l'authenticité. Qui revient. Je suis original, donc je suis plus authentique que mon concurrent. Donc, si vous voulez, la question qui traverse les musiciens contemporains de la culture populaire, c'est comment être plus authentique que l'ensemble des acteurs qui sont dans le même réseau musical. Cela va impliquer une représentation de soi, une manière de se présenter. Et cette présentation, elle implique aussi une forme de énonciation. Certains artistes vont le faire en associant à la fois l'image
et le son. Et si vous voulez, c'est ce qu'on va voir à travers l'exemple de Booba et de Chris Macari, qui sont en fait, qui sont amis bien sûr, mais c'est une forme d'alliance objective. Chris Macari est très fort en vidéo, il est réalisateur, il a fait une école d'art graphique. Booba, lui, non, il est plutôt artiste musicien, pas instrumentiste. Il joue pas, enfin si, il joue un instrument, c'est sa voix. Sa voix est un instrument, donc il joue d'un instrument. Mais c'est pas, il ne joue pas, comment dirais-je, il ne joue pas de guitare, mais il écrit des textes et il joue de sa voix. Et donc pour illustrer, enfin pour étayer mon hypothèse, hein, pour nourrir mon hypothèse, et je voudrais m'appuyer sur deux gros arguments très simples, c'est que on ne peut comprendre ces deux acteurs, Booba et Chris Macari, que si l'on comprend le contexte dans lequel ils se situent. Si on comprend, eh bien en fait, après, on pourra comprendre d'où vient leur musique et pourquoi Booba dit ce qu'il dit. Ouais. C'est ce qu'on va appeler les conditions objectives du monde de la musique, qui est en recomposition. Eh bien, Booba s'inscrit dans le genre, ce qu'on appelle le rap, hein, Rhythm and Poetry. Eh bien, ce rap n'a pas émergé d'abord en France. Hein. Pourquoi ? Parce que le contexte français est un contexte où l'État organise la vie musicale dès 1945. Je m'en tiens à l'après-guerre, hein, avec la création de plusieurs institutions, dont l'IRCAM, qui a été créé en 1975 par Pierre Boulez. Donc on a ce premier élément. Le deuxième élément, on a la recomposition du domaine des musiques populaires. Hein. Donc on a l'intervention de l'État dans l'organisation institutionnelle de la musique. Deux, on a une recomposition des domaines des musiques populaires, hein, avec l'apparition des musiques dites rap, par exemple le mouvement hip-hop, qui est un mouvement plus large. Hein, le hip-hop, c'est quoi ? Ce sont les vêtements, c'est la danse, c'est l'attitude, c'est la posture, entre guillemets. Aux États-Unis. Ensuite, ça va se diffuser en Belgique et en France. Hein, donc, dans les années fin des années 80, le rap, on peut dire, a vraiment commencé d'abord en Belgique, puis en France. En Belgique, le rap s'est pas développé comme en France pour des tas de raisons, parce qu'en Belgique, le courant qui est le plus puissant, le courant musical qui est le plus, c'est la musique électronique. Par exemple, Stromae, vous voyez, donc il a une base électronique, qui est évidente. Hein. En Belgique, c'est pas étonnant qu'ils fassent de la musique électronique. Hein. Il y a des maisons de disques, il y a des groupes internationaux qui sont signés dans des maisons de disques belges. Et donc il y a le courant électronique, si vous voulez, qui a concurrencé le rap et qui a vaincu le rap en Belgique, entre guillemets. On a le rap qui part des USA, avec des groupes tels que Grandmaster Flash et The Furious Five, et bien sûr Sugar Hill, qui sont en fait les deux qui vont dessiner les deux tendances du rap actuel, hein, à savoir d'un côté un rap engagé, avec Grandmaster Flash, et puis de l'autre un rap beaucoup plus mainstream, plus accessible, on va dire. Et ce rap-là, si vous voulez, c'est les deux tendances du rap, et ça illustre aussi la question de la marginalité, de l'authenticité. Quel est le rap le plus authentique ? Grandmaster Flash va dire c'est moi, le rap le plus authentique. Preuve en est, j'ai une plage musicale qui fait 15 minutes et il rappe pendant 15 minutes. Au départ, le rap, c'est ça. Il balance ce qu'on appelle un beat pendant 15 minutes et il rappe. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas rien. Tandis que Sugar Hill, il y a un refrain. En fait, eux, ils sont plutôt centrés sur le mode couplet-refrain. Couplet-refrain et puis variation et coda, c'est-à-dire finale. Donc on a ces deux éléments-là. Avec l'évolution, il va y avoir une interférence. Où en fait le rap, la structure musicale type Grandmaster Flash va complètement disparaître. Vous allez me dire, ah si, il y a la chanson de I Am, Demain c'est loin, qui en fait se situe dans cette tradition-là de Grandmaster Flash. Alors, ce courant du rap valorise ce qu'on appelle les techniques de déclamation vocale, hein, techniques de déclamation vocale qui sont, comment dirais-je, importantes, notamment en France, hein, et dans la musique en général.
la voix, puisque la voix est centrale dans le rap, hein. La voix implique un rapport entre l'oralité et l'écriture. Il fait passer un message. La voix, il y a une sorte de, il y a ce qu'on appelle les voix sentimentales, comme celle de Frank Sinatra ou de Charles Trenet. Il y a des voix blues, jazz, comme celle de Louis Armstrong. Il y a la narration chantée, enfin plus ou moins chantée, comme Boris Vian, Brel, Ferré, Brassens, qui sont en fait, c'est pas vraiment du chant, c'est pas non plus du parler, et c'est de la déclamation. En Russie, on les appelle les bardes. Oui, ce sont de grands noms, parce que leur art est fondé sur le texte. C'est une musique qu'on écoute, on s'assoit, on écoute, et ce sont de grands poètes. C'est centré vraiment sur le texte. Il n'y a pas d'apport instrument-qualitatif de la musique avec ces auteurs-là. C'est plus des auteurs. Vous voyez, on s'assoit, on écoute la musique et on est transporté. Vous voyez. Et si vous voulez, c'est ça. Le rap en France va se nourrir de cet héritage-là, c'est-à-dire de la chanson à texte. Hein. Bien sûr, c'est un système qui fonctionne tout seul. Hein. Il n'y a pas une logique. Ils ne sont pas dit je vais fonctionner comme Brel. Non, ça fait partie de la tradition. Vous voyez. Tout comme on fait des dissertations, on ne sait plus pourquoi on en fait, on en fait. Ouais, donc c'est comme ça. Le texte est central dans le rap en langue française. Donc on écrit soi-même son texte. Et en France, si vous voulez, le rap va vraiment se centrer sur le texte. Et donc on va voir, si vous voulez, un antagonisme entre la musique et le texte. C'est ce qu'on appelle l'ego trip. J'en parlerai plus tard. Donc vous voyez, ça s'inscrit dans une tradition. Le premier texte, plus ou moins, qui ressemble à du rap, c'est un groupe qui n'est pas un groupe de rap, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Chagrin d'amour. Ils ont fait une chanson qui s'appelle « Chacun fait ce qui lui plaît ». J'ai pas le temps de vous passer d'extrait parce que je voudrais vraiment me concentrer sur Booba et Chris Macari. Donc c'est du rap en fait. Hein. Si vous écoutez ça, vous allez dire c'est du rap. Ils n'ont pas continué dans cette voie-là et ça a eu un succès considérable. Mais les rappeurs ne les considèrent pas comme étant du rap, alors qu'en fait c'est vraiment du rap. En même temps aussi, on a ce qu'on appelle une professionnalisation qui va s'opérer chez les artistes, avec l'intégration du rap dans le circuit industriel. Donc le renforcement de la présence du rap dans le circuit industriel. Hein. Et cette intégration va contribuer au formatage du rap. Hein. Le rap va se calquer sur le modèle de la chanson. On aura des couplets, des refrains. On va passer du sample, l'échantillonnage, vers la boîte à rythme. On va avoir des lignes mélodiques, hein, ce qui n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, par exemple, si vous écoutez le rap d'aujourd'hui, eh bien Booba, par exemple, il n'y a pas de sample. Il n'y a pas du tout de sample. Si vous écoutez, en revanche, IAM qui vient de sortir leur dernier album, eux, ils ont du sample, parce qu'ils ont leur DJ qui adore faire du sample. Mais la structure du beat, eh bien, n'est pas fondée sur un échantillonnage. C'est pas des petits bouts de musique qu'ils ont fait pour constituer un beat. Donc eux-mêmes font le beat, parce qu'ils ont un compositeur qui a une formation classique, n'est-ce pas, et qui fait leur musique, et qui fait partie du groupe, hein, donc ils font leur musique eux-mêmes. Dans le rap, ce qui est important, c'est d'écrire ses textes. Par conséquent, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle des beatmakers. Par exemple, Booba, lui, il reçoit tous les jours, il reçoit des lignes rythmiques, hein, par mail, il les écoute et puis il en pioche une ou deux et il va en studio, il retravaille tout ça. Là, en revanche, c'est pas lui qui fait sa musique. On a aussi la migration de la musique, hein, vers un support dématérialisé. Le format MP3, les plateformes musicaux comme iTunes, Spotify, Deezer, etc. En même temps, on a les réseaux sociaux qui contribuent à la diffusion large de la musique. Donc on a un développement de ces réseaux, notamment Internet, qui va augmenter l'offre musicale. Cette offre musicale est liée à la démocratisation des matières, des matériaux d'enregistrement. Aujourd'hui, vous avez des logiciels d'enregistrement comme Cubase ou bien Pro Tools, qui sont en fait les deux meilleurs sur le marché. Ce contexte-là implique qu'il faut se distinguer, parce que vous avez plein d'artistes. Hein. Et donc comment se distinguer, comment se repérer parmi les artistes, et c'est ça, si vous voulez, un autre problème des artistes contemporains. Qu'en est-il de Booba et de Chris Macari dans ce contexte? Eh bien, pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'on appelle leur trajectoire. Ça, c'est mon deuxième argument. Donc Booba, en fait, se situe entre deux générations. Ceux qui sont les pères fondateurs du rap en France, et puis les nouveaux prétendants à la visibilité artistique. D'où les clashs. Il veut tuer les pères, et les nouveaux prétendants veulent prendre sa place. Donc en fait, il est vraiment à la charnière.
Et les jeunes rappeurs, donc vous êtes deux stratégies par rapport à Booba. Vous êtes un jeune rappeur, soit vous êtes contre Booba, soit vous êtes pour Booba. Si vous êtes pour Booba, vous faites un featuring avec lui, où vous le citez dans votre morceau, et il vous adoube. Par exemple, Maître Gims, il était adoubé par Booba. Caris aussi au départ, mais ils se sont disputés. Et donc maintenant, Booba veut l'écraser. Et donc c'est un combat en fait. Dans une de ses chansons, il dit « J'ai fait du game une dictature ». C'est-à-dire j'ai fait du jeu musical. C'est-à-dire le rap, j'en ai fait une dictature. Et c'est lui le dictateur. Alors Booba s'appelle Eli Yafa. Il a grandi en périphérie, donc il est métis. Il a grandi en périphérie. Et il a un BEP vente, donc il a un capital scolaire qui est effectivement fondé sur le commerce, la vente, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui valorise systématiquement la compétition. Donc en revanche, il a un capital culturel, musical qui est très élevé. Il a un niveau, comment dirais-je, de connaissance de la culture hip-hop qui est extrêmement élevé. Il connaît très bien le rap US, il connaît très bien le rap français. Il a un rapport à la culture populaire qui est très fin. Donc en fait, c'est pas quelqu'un, c'est pas un imbécile qui ne maîtrise pas son univers. Il a un capital économique qui est très élevé aussi. On parle du Booba actuel. Ses ventes de disques sont constantes, sans compter la diffusion sur iTunes, etc. Il a une ligne de vêtements qui s'appelle Uncut. Vous voyez, donc il y a une cohérence. Il est vraiment dans la culture hip-hop, musique, vêtements, son mental qui est reflété par sa manière d'être, comme on peut le voir. Mais il est très individualiste. Il le dit, il a un point de vue entrepreneurial de la musique. Est-ce que sa musique est authentique? Donc c'est ça, toute la contradiction qu'il va essayer de gérer. Du point de vue artistique, il refuse les compromis. Pour lui, c'est en cela qu'il va essayer de se positionner. Pour lui, le public n'a rien à dire sur sa musique. Donc il refuse systématiquement l'entremise du public ou de tierces dans sa conception de la musique. Il est donc dans une forme de quête d'autonomie artistique. Il va fonder lui-même sa propre radio au calme, etc. Et si vous voulez, on peut à partir de ses albums, dessiner une image de Booba. Comment en fait il veut qu'on le voit? En fait, il voudrait qu'on le voit comme quelqu'un qui est dans ce qu'il appelle les marges, d'où en fait sa promotion de la rue, systématiquement. En même temps, il a le sens du jeu, il a une conception de l'esthétique qui est fonctionnelle. Pour lui, l'esthétique doit être réaliste. Il veut être marginal, viril, très masculin, je sais pas. Vous le voyez, torse nu, muscles, tatouages, etc. Très bel homme. Il est riche, c'est pour faire rêver. Mais en même temps, il dit « je suis dans le maquis ». Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il est à la fois riche, mais c'est un riche marginal. Pas riche proche des riches, pas non plus proche des pauvres. Il fait rêver les pauvres et il embête les riches. C'est ça en fait sa stratégie, c'est être marginal. Son corps, n'est-ce pas, est sculpté, il est en forme, il est sportif. Il est sportif comme les voitures de sport. Il adore, mais ces voitures de sport, c'est la Lamborghini. Moi personnellement, je ne peux pas m'en payer une. Vous, je ne sais pas. Alors pour ce qui concerne Chris Macari, c'est pas l'opposé, mais il est différent de Booba. Chris Macari, lui, il est à la charnière entre Booba et la nouvelle génération. Il a des parents martiniquais. Lui, il est diplômé en art graphique à Paris, d'une grande école qui s'appelle les SAG. Il va investir son capital scolaire dans le rap. Alors qu'en fait, dans le rap, ce qui est prôné, ce qui est valorisé, c'est l'autodidaxie. Et Chris Macari n'est pas autodidacte. Il a appris à l'école. Mais il va systématiquement dire « Oui, c'est vrai, j'étais à l'école, ça m'a appris des choses. Mais en fait, la vidéo, je l'ai appris tout seul. Ouais. J'ai commencé avec After Effects, je l'ai appris tout seul. Ouais. Parce que c'est pas très valorisant dans le rap de dire que vous avez appris le rap à l'école. Ou vous avez appris à faire des vidéos à l'école. Il a une vision de la musique qui est aussi proche de l'éthique, de la nécessité faite vertu. L'effort du travail, comme Booba. Et son intérêt pour la musique et les cultures populaires afro-américaines, c'est ce qui le rapproche également de Booba. D'ailleurs, il adore le cinéma, il s'inspire du cinéma de Spike Lee et de Antoine Fuqua. Chris Macari, il va se mettre au service de Booba. C'est-à-dire qu'il va contribuer à la construction de l'image de Booba à travers une forme d'esthétique réaliste. Il s'agit de toucher les gens, de montrer également comment sont les corps noirs, entre guillemets. C'est ce qu'il dit lui-même. Pour vous donner un avant-goût des textes, donc son texte va construire un énonciateur qui se situe dans une forme de mélancolie et de métagore. La métagore, c'est une image brutale. C'est un instantané. C'est un instantané qui s'oppose à ce qu'on appelle au bon usage et à la bienséance. Il vous dit, ce que vous voyez,
ce n'est pas ce qu'il faut voir. Par exemple, il y a une de ses musiques qui s'appelle Tomber pour elle, dans son album Futur 2.0. La rue m'a rendu fou, je suis fou d'elle, je n'ai Dieu que pour elle. Donc il reprend. La rue m'a rendu fou, je suis fou d'elle, je n'ai Dieu que pour elle. La seule qui me convienne, je suis tombé pour elle. Rester vrai sa qualité. Rien vu, rien entendu, pas vu, pas pris la mentalité. Tatoué pour que je me souvienne, je suis tombé pour elle. Lorsque vous entendez le premier couplet, ça c'est le refrain. Lorsque vous entendez le premier couplet, vous avez l'impression qu'il parle d'une femme. C'est une métaphore de la musique. La rue, c'est la marginalité. C'est le lieu c'est le lieu des trafics. C'est le lieu du crime. Et d'ailleurs, dans ces clips, il se met souvent en scène comme un mafioso. Ouais. Qu'est-ce qui trafique? Qu'est-ce qui traficote? On voit de l'argent. C'est-à-dire, je suis riche. On voit des belles voitures. On voit un petit peu de la jante féminine. Mais pas de façon systématique. Et dans son dernier album, il n'y a quasiment pas de clip avec des femmes dans une posture peu valorisante. Alors là, on va voir une métaphore. Bombe nucléaire sur le game. Il ne restera que moi et les rats. Quand je monterai dans la Vérone, jamais tu ne me reverras. Vérone dans Neuronemesis. Le game, c'est le jeu, c'est le rap. La bombe nucléaire, c'est quoi? C'est son album. Hein. Donc il est tellement fort que quand il sort un album, c'est une bombe nucléaire. Et qu'il écrase tout le monde. Il va écraser tout le monde par sa puissance et son énergie musicale. Chris Macari va mettre en scène Booba. Il va le faire à partir de ses dispositions artistiques. Hein. Chris Macari est très influencé par un réalisateur qui s'appelle Hype Williams, qui est un Afro-américain. Et si vous voulez, Hype Williams fonde ses vidéoclips sur la couleur, le jeu entre le noir et blanc, la couleur, etc. Et Chris Macari va reprendre ça. Booba, en fait, il veut par ailleurs se distinguer des autres rappeurs qui aussi font des clips. Comment se distingue-t-il? Eh bien, simplement par la qualité cinématographique de sa conception du clip. Hein, et par le pastiche qu'il fait du cinéma. Mais ce n'est pas le cinéma français, c'est le cinéma américain. Le cinéma français ne l'intéresse pas. À la fois, il est viril, je vous l'ai dit, il est solitaire, il n'est pas comme les autres. Et d'ailleurs, il le dit que Dieu me punisse d'être comme les autres. Vous voyez? Donc on est là dans l'individualisme dont j'ai parlé plus haut. On est donc, c'est ça en fait, c'est une forme d'idéologie individualiste qui est fondée sur la compétition, le réalisme fonctionnel, et donc en fait l'authenticité. Donc si je suis un rappeur authentique, je fais la musique que j'aime et que je veux. Mais en fait c'est de la compétition. Les rappeurs français, je les nique sur l'instrumental. Donc il est meilleur. Donc en fait, il ne parle pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, hein, ils ne sont jamais en proximité avec les femmes. Vous avez des femmes derrière, et il est toujours tout seul. Ou alors quand ils sont en groupe, c'est des groupes de garçons. Donc on est là dans une culture très masculiniste. Alors pour terminer, que puis-je conclure? Eh bien, comme disait Flaubert, la bêtise, c'est l'art de vouloir conclure. Donc voilà, donc je vais vous laisser la parole si vous souhaitez me poser quelques questions.